Chapitre 1er. Territoire de la modernité. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal. Et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Berthe Morisot. Léonard de Vinci était à mi-chemin de la vérité quand il écrivait que la peinture est chose mentale, cosa mentale. Cézanne, lui, osa affirmer qu'on peint avec ses couilles. Personnellement, je crois que la vérité, c'est Léonard de Vinci plus Cézanne. Pablo Picasso, 1957. Ces deux citations montrent la distance qui sépare deux consciences d'artistes qui ne sont pourtant pas si éloignées dans le temps, puisque 60 ans seulement les séparent. Alors, le XXe siècle est-il le moment dans l'histoire de l'art où la question de la sexuation de la création se pose enfin ouvertement, mais lentement, car l'américaine Joan Mitchell, qui vécut en France plus de 30 ans, pouvait dire en 1990 « J'ai toujours ressenti de l'ordre de l'interdit qu'une femme peigne ». C'est dire si la question de la légitimité créatrice des femmes ne cessera de se poser durant le siècle. Et ce, d'autant plus que les artistes prennent conscience de leurs dons et avec eux du clivage propre à la culture occidentale entre les conditionnements normatifs auxquels est soumise la féminité et la vocation d'artiste qui implique un déconditionnement du regard et des normes dominantes. La nouveauté du XXe siècle est que les artistes femmes vont remettre en question les cadres masculins à l'intérieur desquels elles sont censées prouver au monde qu'elles sont aussi douées que les hommes. C'est Louise Bourgeois qui engage un combat contre le père dès ses débuts avec des sculptures sur le thème de la destruction du père. C'est Niki de Saint-Phal qui proclame le pouvoir aux nanas. C'est la révolution culturelle des années 1968-1970 qui renverse les perspectives afin de penser un possible devenir femme dans la cité. Une chose est sûre en tout cas, la modernité réactive les oppositions de sexe et de genre au lieu de les résorber comme on aurait pu s'y attendre avec l'évolution du statut entre les sexes tendant vers l'égalité. Nous allons voir en fait que l'amélioration du statut professionnel des femmes artistes ne change pas fondamentalement leur position dans le champ artistique, même si elles bénéficient progressivement d'une formation mixte. Dans le quatrième quart du XXe siècle, leur présence dans les écoles d'art peut dépasser les 50%, tandis que dans les expositions internationales, leur nombre dépasse rarement les 10%. Ce n'est donc pas un problème sociologique. Nous sommes confrontés à un problème symbolique qui se dévoilera comme tel au cours du XXe siècle. Plusieurs questions se posent au début du siècle. La fin du modèle académique permet-il à un plus grand nombre de femmes de s'exprimer ? C'est ce que pense Michel Sephore à propos de l'abstraction lorsqu'il écrit « Un paragraphe non négligeable de la phénoménologie de l'art abstrait est l'apport des femmes. Berthe Morisot et Marie Cassatt étaient les seules femmes parmi les impressionnistes. Marie Laurencin, Maria Blanchard et Tour-Donas les seules à l'époque cubiste. Dans l'art abstrait, à la suite de Sonia Delaunay et de Sophie Tauber, elles arrivent en foule. » Est-ce vraiment l'abstraction qui génère ce mouvement ? Ou ne faut-il pas se méfier de telles idées générales fort séduisantes, certes, mais qui reposent sur une méconnaissance de l'histoire de l'art des femmes ? D'où viennent les résistances à l'intégration des femmes dans le monde artistique et en particulier celui des avant-gardes ? Je dis résistance, mais je pourrais aussi parler de condescendance, voire de mépris misogyne, comme le montre Octave Uzanne au début du XXe siècle avec ses propos alarmistes. Les femmes peintres menacent de devenir une véritable plaie, une confusion terrible et un flot terrifiant de médiocrité. Une armée de femmes peintres a envahi les ateliers et les salons. Comment expliquer ce double mouvement contradictoire qui voit d'un côté l'intégration des femmes dans la vie artistique à égalité avec les hommes, tendant à reconquérir le terrain perdu, et de l'autre, un égalitarisme formel des ruptures esthétiques. L'art abstrait n'a pas de sexe, par exemple, qui aboutit à la réaffirmation d'une prévalence virile. Ce qu'elle gagne sur le terrain politique est perdu sur le terrain symbolico-esthétique à travers les nouvelles théories d'avant-garde initiées par les hommes qui font histoire en rompant avec leurs aînés. Intégration, rupture. S'il y a une évolution parallèle du pictural et de l'institutionnel, l'autonomie du pictural se fait aux dépens des femmes, comme nous le verrons. Le conservatisme des femmes. Elles ont toujours un courant de retard, remarque-t-on, sans relier leur pratique artistique à leur statut économico-politico-social, car l'inscription dans la modernité signifie marginalisation pour les hommes et encore plus pour les femmes. Où innovent-elles ?
Sont-elles les disciples des hommes? Pourquoi et dans quelles limites? Enfin, l'élément déterminant des premières décennies du siècle est l'arrivée des étrangers, de toute nationalité, qui va susciter un nouveau climat culturel avec une redistribution des cartes en faveur de ce qu'on appellera l'art moderne. De nouveaux champs s'ouvrent pour les femmes avec l'art décoratif et la photographie, domaines où elles se professionnalisent et peuvent gagner leur vie plus facilement que dans la peinture de chevalet. La formation des artistes. Si paradoxal que cela paraisse, c'est au moment où les femmes commencent à être admises à l'École nationale supérieure des beaux-arts que celle-ci perd son rôle dans la formation de l'élite artistique. Les règles du bien peindre enseignées dans cette école sont remises en question depuis 2 décennies, ce qui fait qu'elle perd son prestige en tant que lieu de transmission et de constitution du statut d'artiste. Les choses se jouent ailleurs. Dans les marges et après la Première Guerre mondiale, grâce au développement économique qui dope le marché de l'art. Côté femmes, celles qui décrochent le Grand Prix de Rome sont d'un conformisme redoutable. Il n'y a guère qu'Anna Quinco, née en 1890 et décédée en 1985, deuxième Grand Prix de Rome en 1924 en sculpture, qui tranche par son audace exploratrice. Elle s'embarque seule pour l'Afrique orientale française en 1925 et voyagera jusqu'en Éthiopie, au Niger, à Madagascar et aux Antilles, d'où elle rapporte de splendides bustes de chefs noirs de leur famille, des têtes de femmes d'une noblesse qui fascinent le public lors de leurs expositions au Salon de l'Orientalisme ou de la Société coloniale des artistes français. Comme le remarque Michel Lefrançois dans son article sur Art et aventure au féminin, il se trouva des artistes voyageuses pour partir chevalet sous le bras, affronter de multiples aventures au prix desquelles elles trouvèrent une liberté que leur refusait un enseignement traditionnel largement favorable à ces éléments masculins. Plusieurs d'entre elles étaient nées en Afrique du Nord, comme Marcelle Akane, née en 1882, décédée en 1952. Elle est née en Algérie, ou Elisabeth Faure, née en 1906 et décédée en 1964, qui est née en Tunisie. Jeanne Thiel, qui est née en 1887, décédée en 1968, et qui découvre l'Afrique au début des années 30 grâce à une bourse de voyage pour la Tunisie, agrémentée d'une commande de fresques pour le palais du gouverneur à Dakar et divers autres palais. Yvonne Mariotte, née en 1909, décédée en 2002, obtient une bourse en 1936 avec laquelle elle se rend au Maroc avant de poursuivre en Tunisie puis au Sénégal et aux Antilles après la guerre. Dans l'attribution des bourses de voyage, note encore Michel Lefrançois, condition quasi indispensable, les femmes sont titulaires du 20e de la dotation d'ensemble. Entre 1920 et 1940, la Société coloniale des artistes français compte 34 lauréates, dont certaines d'ailleurs cumulent 2 à 3 prix. Marcelle Akane, Mathilde Arbé, Anna Quinco, Henriette Damar, Thérèse Clément. Les bourses attribuées par la Casa Velasquez ont également joué un grand rôle dans l'émancipation des modèles masculins. Fondée à Madrid en 1926 à l'initiative d'Alphonse XIII pour nouer les relations entre la France et l'Espagne, la Casa Velasquez accueillera de nombreux pensionnaires avant de déménager au Maroc en 1936 après le coup d'État de Franco. Marthe Flandrin y rencontrera Elisabeth Faure et elles pratiqueront à la fois la peinture orientaliste et l'art sacré. La formation des artistes se fait surtout dans les nombreux ateliers privés qui s'ouvrent à Montparnasse dans les années 20. Contrairement à l'école des beaux-arts dont l'entrée se fait sur concours, tout le monde peut s'y inscrire moyennant une faible participation. Les ateliers privés sont gérés par des artistes dans une grande liberté. L'Académie Marie Vassiliev, fondée en 1909 par l'artiste russe au 21 avenue du Maine à Paris, a joué un grand rôle en mettant un espace à la disposition des artistes. Les modèles y étaient hébergés et nourris gratuitement, et son académie fut le rendez-vous de l'avant-garde durant la Première Guerre mondiale, où sa cantine servait des repas gratuitement. Léger y a fait des conférences importantes en 1913 et 1914. Aujourd'hui, elle abrite le musée du Montparnasse. L'Académie de la Grande Chaumière, fondée en 1902 par les peintres Courtois et Delaune. L'Académie Rançon, située au 7 rue Joseph Barra et qui sera surtout dirigée par France Rançon, de 1909, année de la mort de son fondateur, à 1931. C'est une académie d'avant-garde fondée par les Nabis, Maurice Denis et Sérusier. Après la guerre, elle renouvelle les enseignants, parmi lesquels on trouve Gabriel Le Fort. Roger Bissière y enseignera 10 ans dans les années 1950. L'Académie moderne, fondée en 1924 dans l'atelier de Fernand Léger, 86 rue Notre-Dame-des-Champs,
fut le rendez-vous d'une importante colonie étrangère venue suivre les premiers enseignements de l'abstraction géométrique donnés par Léger et aux enfants. Marcel Kahn, Franziska Clausen, Florence Henry, Nadia Grabowska, qui épousera Léger, participent aux premières expositions d'art abstrait, cercle et carré. L'artiste russe Alexandra Exter y enseigne la scénographie et l'art théâtral de 1929 à 1932. L'atmosphère y était propice au développement artistique des femmes, si l'on en juge par cette lettre de Léonce Rosenberg à Fernand Léger du 1er juillet 1926, qui le félicite de l'excellente prestation des femmes au cours de l'exposition à l'atelier. Les femmes, en se libérant, enrichissent l'humanité de valeurs supplémentaires et inattendues. L'exposition de votre académie en est la preuve nouvelle. En effet, les deux artistes les plus intéressantes, à mon humble avis, sont deux femmes, Mademoiselle Clausen et Mademoiselle Kahn. Depuis des milliers d'années, c'était toujours dans l'élément masculin que se recrutaient les valeurs. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées et aux valeurs masculines viennent maintenant s'ajouter les valeurs féminines, d'où enrichissement des trésors spirituels de la race humaine. Léonce Rosenberg parle aussi de l'immense réservoir féminin. L'Arche, fondée en 1917 par Valentine Reyre et Maurice Thorez, formera de nombreuses femmes pour travailler au chantier des églises, ainsi que les ateliers d'art sacré, place Fürstenberg à Paris, fondé le 15 novembre 1919 par Maurice Denis et G. Desvallières. Corporation qui forme des apprentis pour augmenter ses moyens de production, ces ateliers seront des centres de vie catholiques où beaucoup de femmes seront formées. Bon, il ne faudrait pas oublier les arts décoratifs, si importants dans la première moitié du XXe siècle, tant pour ses rapports avec l'industrie de luxe, en plein développement, que pour ses enjeux économiques. Il y a d'abord l'École impériale de dessin pour jeunes filles, école d'État, dirigée par Rosa Bonheur, de 1849 à 1860, qui sera rattachée à l'École des arts décoratifs en 1891. Dite la Petite École, elle deviendra mixte en 1949. Les cours sont gratuits, mais les bâtiments sont séparés pour les garçons et les filles. Formation technique, dessin, modelage et sculpture. Une école de jeunes filles est créée à l'initiative du Comité des dames de l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD, où Charlotte Perriand sera formée dans les années 20. En 1918, une première exposition, Les arts décoratifs au féminin, a lieu au pavillon Marsan du Louvre sous l'égide de l'UCAD. Mais c'est surtout l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui lance de nombreuses artistes. La peintre Jeanne Thill, les sculptrices Chana Orloff et France Raphaël exposent au pavillon de l'art colonial français. Au pavillon des arts et industries du livre, Gerda Wegner présente 3 illustrations de livres et Alice Javal 2 eaux-fortes. Au pavillon de Marsan, la Société des artistes décorateurs présente Chana Orloff, Louise Guastalla, Lucie Renaudot et Marie Vassiliev pour les poupées. À la Galerie des Boutiques, au numéro 16, J.M. Paillard, Louise Janin expose Drame oriental. Sans oublier Marie Laurencin, qui s'était déjà faite connaître au Salon d'automne en 1912 en participant à la décoration de la maison cubiste, et Sonia Delaunay qui fit construire sur le pont Alexandre III le pavillon simultané où elle exposa ses dessins de mode et où des mannequins montraient ses robes et ses fourrures. Exemple même d'une démarche créatrice totale, Sonia Delaunay s'illustre aussi bien dans la décoration intérieure, la création de tissus, la mode, la décoration théâtrale, que dans les tableaux grand format qui lui seront commandés pour l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne de 1937. Les répercussions économiques de ces expositions internationales permettront à de nombreuses artistes de s'insérer professionnellement après avoir prouvé leur valeur. 2 grands noms survolent l'art déco. L'Irlandaise Eileen Gray, née en 1878 et décédée en 1976, qui obtint ses premiers succès au Salon de la Société des artistes décorateurs où elle exposa un paravent en laque à fond rouge, Le Destin, de 1913, qui sera acheté par le couturier Jacques Doucet. Esprit novateur avec ses chaises longues créées pour la modiste Suzanne Talbot, elle pousse l'imagination créatrice jusqu'à l'architecture en concevant les plans de sa propre maison à Roquebrune en 1927, au bord de la mer, pour laquelle elle crée un intérieur conforme à nos existences, comme le dira la duchesse de Clermont-Tonnerre.
Charlotte Perriand, d'une longévité créatrice aussi comparable, née en 1903 et décédée en 1999, apporte à la création industrielle sa passion des formes en harmonie avec l'habitat, l'architecture et l'urbanisme. Son bar sous le toit, exposé au Salon d'automne de 1927, la rend célèbre du jour au lendemain et lui ouvre les portes de l'atelier de Le Corbusier, où elle restera 10 ans. C'est à cette époque qu'avec Prouvé et Jeanneret, il crée les plus grands meubles du design moderne. Fauteuils grand confort à dossier basculant et tables en tube d'avion. Plus tard, elle crée des tables en forme avec des madriers de sapin. Charlotte Perriand passera de l'art décoratif au concept d'art de vivre, car dira-t-elle en 1950, l'habitat doit non seulement réaliser les données matérielles, mais créer les conditions de l'équilibre humain et de la libération de l'esprit. Une des caractéristiques de cette époque est le décloisonnement des genres. Il faut signaler la contribution majeure des femmes dans le théâtre et le ballet, où se manifestent les principales innovations plastiques entre 1912 et 1917. Citons pour les ballets russes Nathalie Goncharova, qui réalise les décors et costumes de Coq d'Or en 1914 à Paris, Sonia Delaunay avec en 1918 Cléopâtre, la russe Alexandra Exter avec Salomé en 1917, véritable construction couleur où elle remplace les décors par des constructions abstraites réalisées à partir des lumières de projecteurs. C'est d'ailleurs elle qui invente les sculptures lumineuses qui auront un tel développement dans le dernier quart du XXe siècle à travers les Nuits blanches de Paris, notamment sans que ses adeptes soupçonnent cet héritage du génie explorateur d'Alexandra Exter. En 1922, Lyubov Popova crée les décors du Cocu Magnifique, sans oublier la même année les premiers décors constructivistes de l'histoire du théâtre en Union soviétique conçus par Varvara Stepanova, épouse de Rodchenko, pour la mort de Tariécline. En France, Marie Laurencin réalise aussi les décors et costumes du ballet Les Biches en 1924. Les salons. Dès le début du XXe siècle, de nouveaux salons sont ouverts par des artistes comme le Salon des Indépendants, fondé en 1884, et le Salon d'automne, fondé en 1903. La participation des femmes y est beaucoup plus importante que dans les salons traditionnels. Près de 20% de femmes en moyenne, qui comprend un pourcentage non négligeable d'artistes étrangères. Au Salon des Indépendants de 1914, elles sont 281 sur 1399 artistes, soit 20%. Si leur nombre est multiplié par 3 au Salon de 1926, 862 sur un total de 4251, le pourcentage reste sensiblement le même, 20,2%. Si on analyse leur taux de participation par pays, on se rend compte qu'avec 154 artistes femmes, la France arrive à peu près à plus de la moitié, 54%. Les 25 autres pays se répartissent ainsi. Allemagne, 11. Angleterre, 20. Autriche, 4. Belgique, 5. Bohême, 2. Brésil, 3. Canada, 1. Espagne, 3. États-Unis, 9. Hollande, 3. Hongrie, 3. Inde orientale, 1. Irlande, 3. Italie, 2. Mexique, 1. Pologne, 24, ce qui représente 8,5%. Russie, 22, ce qui représente 8%. Suède, 1. Suisse, 3. Trinidad, 1. On est aussi frappé par l'importance des Russes et des Polonaises, un tiers des Françaises à Paris, qui explique comment Paris a favorisé la diffusion des recherches d'avant-garde menées en Russie depuis la fin du XIXe siècle. Avant 1914, de nombreux artistes ont séjourné dans la capitale française. Citons Golubkina, entre 1895 et 1902, Ostromova, Lebedeva, 1897-1906, Sonia Delaunay, qui arrive en 1905 et mourra en France en 1979, Zinaïda Zerebriakova, en 1905, Nathalie Goncharova, qui arrive en 1906, repart, revient en 1914 et reste à Paris jusqu'à sa mort. Alexandra Exter, qui fait un premier séjour de 1908 à 1913, puis de 1924 à sa mort. Udalsova, Pouni, en 1911-1912, Pevsner, 1911-1913 et de 1923 à 1930 au moins. La grande Lyubov Popova, de 1911 à 1913. Olga
Rosanova, en 1911, elle meurt en 1919, Marie Vassiliev, Marevna et Chana Orloff, qui resteront en France. On observe aussi la très grande mixité du milieu de vie des artistes, qui est nouvelle et très spécifique à ces communautés, les autres sphères de la société étant encore largement non mixtes. Cela explique peut-être pourquoi de nombreuses expositions de femmes sont organisées jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale sans choquer personne. Dès 1908, la Galerie des artistes modernes, située rue Caumartin à Paris, organise les Quelques, comprenant 20 artistes. Il s'agit d'un petit salon, écrit Henri Chevret, que vient d'organiser pour la seconde fois cette année un nouveau groupement féminin. Les Quelques sont présidés par Madame Cazin, la veuve de l'illustre maître d'Agar et Ismaël dans le désert, qui est présidente d'honneur, et par Madame Geneviève Granger, dont l'actif talent s'exerce dans la peinture, la sculpture et la gravure de médailles. Marie Cazin, 1844-1924, n'était pas seulement la veuve du peintre Jean-Charles Cazin, 1841-1901. Elle était surtout une excellente sculptrice et dessinatrice, lauréate d'une médaille d'or à l'exposition universelle de 1900 pour son buste de jeune fille, exposé au musée de Saint-Quentin. Elle fit beaucoup, en effet, pour la promotion des femmes, tandis qu'un climat plus favorable témoignant d'une volonté collective d'inscrire leur activité créatrice dans la modernité en permettait l'organisation. Le groupe des Une internationales expose en 1908 au Cercle international des arts, boulevard Raspail. 2 ans plus tard, Artistes femmes à la galerie de Vambèze, soutenue par Louis Vauxel. Puis, les Quelques, en 1911, à la Galerie des artistes modernes, et l'année suivante à la Galerie Brunner à Paris. Parmi les artistes exposés les plus importantes, citons Hélène Dufaux, et surtout la sculptrice Jeanne Poupelet, qui va devenir l'emblème d'une émancipation artistique reliant un certain classicisme à la modernité autour de la Première Guerre mondiale. L'image du corps féminin enjeu de la modernité, l'exemple de Jeanne Poupelet. La sculptrice Jeanne Poupelet, 1874-1932, est tout à fait représentative de cette évolution qui va voir un certain nombre d'artistes conjuguer la modernité avec l'émancipation de leur individualité artistique. Née à Saint-Paul-l'Isonne en Dordogne, en 1874, au château de Closure, Jeanne Poupelet a commencé par modeler la terre dès son plus jeune âge en prenant pour modèle les animaux des fermes qui étaient autour d'elle. Proche de la grotte des Aisies, elle reçut sa première initiation des peintures rupestres qui l'ont déterminée à développer son goût pour l'art et le dessin. Bien que sa famille possédât le village, comme me l'a dit une de ses habitantes qui a connu ses sœurs, Jeanne se révèle vite l'original du lieu. Par son désir de devenir sculptrice, d'abord, qui l'amène à Bordeaux en 1892, où elle est la première femme à entrer à l'école des beaux-arts et à décrocher un diplôme de professeur de dessin, et par son attirance pour les femmes qui s'exprime à partir des années 1906 dans ces nus féminins au corps athlétique, rond et ferme, qui feront de Poupelet, comme le notait Henri Martini en 1924, un des sculpteurs de la femme les plus remarquables chez les modernes. Peu stimulée par l'enseignement de Bordeaux, elle monte à Paris en 1896, fréquente 2 mois à l'Académie Julian et finit par rencontrer le Bordelais Lucien Schnegg, de 10 ans son aîné, qui aura un rôle déterminant dans l'évolution de son art en l'incitant à aller vers une stylisation des plans dégagés du réalisme de ses débuts. Située dans la bande à Schnegg, c'est-à-dire entre Rodin et Bourdelle, elle n'en poursuit pas moins un travail individuel sur chaque œuvre, comme le note Vincent Wappler, son petit-neveu, dans son mémoire de maîtrise de 1974, en écrivant « L'évolution de Jeanne Poupelet du réalisme à un certain degré de stylisation aurait lieu à propos de chaque œuvre et ne devrait pas être considérée globalement par la comparaison de toutes les œuvres abouties. » S'il convient de situer Jeanne Poupelet dans le réseau des influences artistiques et des modèles masculins auxquels est soumise la sculpture française, il ne faut pas sous-estimer son engagement féministe, qui est certainement tout aussi déterminant dans ses choix esthétiques et professionnels. Dès la fin du XIXe siècle, Jeanne Poupelet entretient une correspondance avec la féministe Hubertine Auclair et les artistes femmes. Son intérêt pour la question des droits politiques des femmes se manifeste dans sa pratique professionnelle par la participation à des expositions de femmes artistes, choix indéniablement politique quand on connaît le mépris dans lequel était tenu l'art féminin.
Ces expositions se différencient du Salon des femmes peintres et sculpteurs, auquel elles ne participent qu'une seule fois, en 1917, probablement parce qu'il avait perdu son intérêt professionnel pour devenir le Salon des amatrices de fleurs. En revanche, elle adhère au Women's International Art Club, une coopérative internationale fondée dans le but de faciliter les expositions d'artistes femmes, et à l'Association of Women Painters and Sculptors dès sa rencontre avec la sculptrice américaine Janet Scudder, 1867-1940, qui lui ouvre les portes du marché américain, tant et si bien que, sur les 147 œuvres répertoriées par V. Wappler, 89 se trouvent aux États-Unis, pour 33 seulement dispersées sur le marché français. En fait, les recherches récentes d'Anne Rivière ont permis de répertorier un catalogue de 160 pièces, auxquelles il faut ajouter de remarquables dessins qui ont fait l'objet en 2005-2006 d'une exposition au musée de Roubaix, Bordeaux et Mont-de-Marsan, doublée d'un catalogue. Un autre aspect de son engagement qui eut probablement un impact plus important sur sa pratique artistique et sa représentation du corps féminin est son adhésion à la Ligue des mères de famille en faveur de sa campagne contre la mutilation de la taille par le corset. Dans une brochure de 1909 préfacée par Edmond Haraucourt, directeur du musée de Cluny, remarquons-le, l'argumentaire est entièrement basé sur l'image artistique du corps féminin qui compare la Vénus de Milo, forme du corps normal, à un mannequin corseté grotesque et ridicule. Une pétition signée par des écrivains, artistes, sculpteurs et statuaires appuie la campagne, ce qui montre le lien que faisaient les féministes des années 1910 entre l'art antique et le combat pour la liberté physique du corps, la liberté de mouvement et l'émancipation des modèles vestimentaires imposés aux femmes dans une optique de contrôle social. Aujourd'hui encore, ce combat contre l'autorité de la mode et l'assujettissement du corps des femmes à des pseudo-critères de beauté fait partie d'une démarche émancipatrice dès lors que le vêtement est l'image des comportements normatifs de la société. C'est peut-être aussi pour cette raison que le nu a été si longtemps interdit aux femmes. Exercice de liberté, il est le lieu de surgissement de la vérité qui s'avance, comme on le sait avec l'histoire du roi nu, toute nue. Ce n'est pas un hasard si les féministes se réfèrent à la Vénus de Milo, la Grèce étant depuis la Renaissance un modèle de liberté sexuelle face à la vision chrétienne du péché. De plus, la sculpture grecque exprime une forme d'unité, dans laquelle la beauté physique est inséparable de la force, de la grâce, de la douceur et de la bonté, comme l'écrit Kenneth Clark. C'est tout à fait l'enjeu du débat en faveur de la beauté naturelle du corps féminin. À côté de la Vénus de Milo, normale, celle du musée du Louvre, deux photos montrent comment la Vénus de Milo serait obligée de se mutiler pour s'habiller selon les modes actuelles. L'image est d'autant plus frappante qu'elle est doublée d'arguments médicaux et sportifs destinés à convaincre les fidèles esclaves de la mode de ne plus comprimer le diaphragme et les côtes flottantes pour réduire leur taille à 55 cm. Une Vénus de Milo avec une taille de 55 cm, voilà qui touche au but, avec une certaine audace philosophique puisque la notion de beauté naturelle s'appuie sur une œuvre d'art, renversant l'argumentation classique qui consiste à fonder le beau sur l'imitation de la nature. Ce débat a dû passionner Jeanne Popelé, qui aimait naturellement, si j'ose dire, les corps de femmes charnels et harmonieux comme on le voit dans ses dessins et ses sculptures, où elle les représente dans des postures athlétiques comme Devant la vague, 1909, Femmes se mirant dans l'eau, 1910, avec des formes rondes et fermes. Mais c'est surtout dans la composition au décentrement qu'elle affirme son originalité, comme dans Femme à sa toilette en 1909, où l'on voit une femme nue assise, une jambe allongée, tandis que l'autre est repliée contre sa poitrine, la tête concentrée sur le pied, situant son travail, comme le remarque V. Wappler, dans la conciliation de l'antique et du moderne, en ce qu'elle cherche à ennoblir des gestes quotidiens dénués de toute signification mythologique. On est frappé cependant par la coïncidence de deux mouvements contradictoires. D'un côté, un combat pour la liberté physique du corps féminin et son intégrité formelle, image de son intégrité psychique, et de l'autre, les débuts du cubisme, qui font subir à l'image du corps féminin un travail de fragmentation, déconstruction, simplification. Par une curieuse ironie de l'histoire de l'art, cette reconquête du corps a lieu au moment même où Picasso entreprend Les Demoiselles d'Avignon. Si les historiens d'art assurent qu'il s'agit là d'une émancipation des artistes d'avant-garde des modèles de beauté idéal académiques, on se demande malgré tout
si cette fragmentation ne cache pas une misogynie qui n'ose pas dire son nom. Certes, la Première Guerre mondiale ne va pas tarder à authentifier ce regard sur l'humain avec son cortège de gueules cassées, de mitrailles, de gaz asphyxiants, de violences métalliques s'enfonçant dans les chairs. Et Jeanne Poupelet ne s'en détournera pas, puisqu'elle façonnera avec le sculpteur Vlerick des masques et appareils de prothèse pour les mutilés de la face pour la Croix-Rouge américaine. Mais ce travail n'a pas de répercussion sur sa vision du nu féminin. Après la guerre, elle modèle les mêmes corps charnels. Femme assise, 1923, L'imploration, 1925, Méditation sur la plage, qui seront d'ailleurs ses dernières œuvres, car la maladie l'empêche de travailler. Elle montre un chemin possible à côté de l'apocalypse. Chemin qu'emprunteront la bande à Schnegg, Mayol, et dans un autre genre, Chana Orloff, avec son travail plastique sur la ligne décorative, avant que Giacometti et Germaine Richier ne se recentrent sur la question du corps souffrant. Un autre aspect de l'individualité artistique de Jeanne Poupelet se trouve dans sa maîtrise de tout le processus de création allant du modelage en terre de ses sujets au moulage en plâtre, puis à la fonte. Pour Martini, ce désir de perfection fait qu'elle retouche elle-même, cisèle et patine avec le plus grand soin les bronzes revenant de la fonte. Cette méthode de travail, très longue, explique peut-être le nombre important de plâtres restés dans son atelier après sa mort précoce en 1932 à la suite d'une opération. Mais c'est aussi le signe d'un amour pour l'objet fini, patiné de sa main, pour un processus qui est à lui-même son propre but, comme la marche et la dynamique de la vie. Les dernières années sont celles de la reconnaissance internationale. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1928, année d'une importante rétrospective à la Galerie Bernier, reconnu internationalement avec des œuvres achetées par des grands musées français et américains, elle rejoint les Soroptimistes, créés en 1924, qui regroupent une femme par profession, avec Nadia Boulanger pour la musique, l'avocate Suzanne Grimbert et la peintre Louise Janin. En 1931, elle expose aux femmes artistes modernes, FAM, F-A-M, qui va jouer désormais un rôle important dans la promotion des femmes. Avant d'aborder les femmes, FAM, nous citerons un article sur Jeanne Poupelet, paru en 1938, qui redonne la main au maître masculin en restaurant, avec une candeur misogyne assez exceptionnelle, les antiques hiérarchies maître-disciple, avec une méconnaissance de l'apport des femmes à l'histoire de l'art puisque Camille Claudel est totalement passée sous silence. Ainsi, pour l'histoire générale de l'art, Jeanne Poupelet illustra et développa hautement par son œuvre l'enseignement de Lucien Schnegg, son maître. Alors que ses camarades de la bande à Schnegg sont avant tout des bustiers, Jeanne Poupelet a laissé des figures nues, des animaux, mais pas de portraits. Sous les apparences d'un classicisme de race épuisé dans la vie sans coquetterie, son œuvre cache une ardeur concentrée, une énergie tranquille dans la réalisation dont elle est la première femme à donner l'exemple. Pour approcher de sa perfection, elle n'a pas craint de brimer sa sensibilité. Ses nus laisseront une image noble de la beauté de la femme vue par une femme, de l'éternel féminin considéré dans son propre miroir, et l'on verra plus loin la place éminente qui lui revient comme animalier. Les femmes artistes modernes, FAM, femmes. À l'origine, il s'agit du syndicat des artistes femmes peintres et sculpteurs fondé en 1925 par Jeanne Rige-Rousseau, une des artistes ayant participé à la décoration du restaurant La Coupole à Montparnasse, dont on peut encore voir les œuvres. Marianne Camax-Zoger, 1887-1952, en devient présidente en 1930 et bouleverse le syndicat en écartant les plus vieilles. Cela devient les femmes artistes modernes, dont le but est de montrer, réunies harmonieusement, les plus belles œuvres des artistes caractéristiques de l'école de Paris. Ancienne élève d'Humbert, à l'atelier des femmes de l'école des Beaux-Arts, M.A. Camax-Zoger est la fille du sculpteur alsacien Zoger. Elle est mariée et elle a 4 filles. Dans un article paru dans la revue Art et Artisanat, elle écrit « J'ai cherché, en formant les femmes, FAM, à offrir un groupe d'artistes vraiment convaincus à notre art moderne, dans notre modeste cadre féminin. » 15 juin 1935. On le voit, c'est pas un groupe révolutionnaire, mais il va acquérir au fil des expositions une assise artistique dépassant largement ses modestes ambitions. La première exposition a lieu en mai 1931 au théâtre Pigalle.
L'année suivante, elle a encore lieu au Théâtre Pigalle, d'abord, puis à la Maison de France, à la galerie Bernheim-Jeune, au pavillon des expositions en 1937 et au Petit Palais. Les vernissages se font en présence du ministre de l'Instruction publique, du directeur des Beaux-Arts et parfois du sous-secrétaire d'État. Dans Art et Artisanat, la présidente écrit de l'exposition de 1934. Nous faisons encore notre salon à la Maison de France. Le portrait de famille de Suzanne Valadon occupe le centre de notre salle et tient, avec les dessins inoubliables pleins de génie et d'invention créatrice de Louise Hervieux, les deux grands pôles de notre exposition. À l'appui de cet excellent niveau, elle mentionne parmi les artistes 8 croix de la Légion d'honneur. Ces expositions sont évidemment très critiquées en dépit de leur excellent niveau. À côté des inévitables membres du bureau, à savoir l'Australienne Bessie Davidson, qui est présidente, Émilie Charmy et Louise Germain, figurent 70 artistes rigoureusement sélectionnés, allant de Suzanne Valadon, considérée alors comme la plus grande artiste française, à Mary Cassatt, Marie Laurencin, Tamara de Lempicka, Hélène Dufaux, Mariette Lydis, Louise Hervieux, Louise Janin, les sculptrices Jeanne Pouplet, Chana Orloff et Camille Claudel, qui étaient alors internées à l'asile d'aliénés de Mondevergue, dans le Vaucluse. Geneviève Barrez, la fille de Emma Kamax-Zoger, m'a raconté que Paul Claudel a fait une scène affreuse en voyant les œuvres de sa sœur, car il était ambassadeur et ne voulait pas qu'on sache qu'il avait une sœur folle. Les adversaires de ces expositions prétendaient que l'art féminin n'est qu'un art d'agrément. Cet argument subsistera longtemps après la guerre. D'autres en perçoivent la portée universelle, tout en continuant d'utiliser des catégories d'analyse surannées, comme Maurice Rénal, critique d'art à l'Intransigeant, qui écrit au sujet de l'exposition de 1932 « Mais demain, la femme peintre sera libre et l'égale de l'homme. Il ne lui restera plus qu'à faire de la peinture féminine à la manière des hommes. Très peu de nature et le goût de l'abstraction lyrique lui étant refusé, la femme peintre de demain excellera dans les maternités, l'art religieux, le portrait, les paysages, dans tout, quoi, à condition qu'elle ait une âme, que la pratique de son art ne l'amuse pas du tout et qu'elle le laisse tout doucement traduire la vie, soit en l'idéalisant, soit en l'aggravant. » On voit comme il est aventureux de prophétiser dans ce domaine. Petit à petit, l'exposition acquiert de l'importance. En 1936, elle est inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale et Georges Huysmans, directeur général des Beaux-Arts. Elle groupe toutes les individualités intéressantes de la peinture et de la sculpture contemporaine, remarque Georges Turpin dans La Griffe, et il est certain que la notion d'individualité forte caractérise l'apport des femmes, alors que les hommes ont tendance à se grouper dans des avant-gardes génératrices d'histoire et de ruptures esthétiques. C'est grâce à l'action des femmes, FAM, que sera organisée en 1937 au musée du Jeu de Paume la première exposition officielle d'œuvres de femmes, les femmes artistes d'Europe, dont nous parlerons plus loin. La dernière exposition aura lieu en mars 1938 à la Galerie Charpentier en présence du ministre Jean Zay, de Georges Huysmans et de Pierre Darras. Quelle belle reconnaissance par le Front populaire du travail collectif des femmes artistes modernes qui ont réussi à rassembler pendant presque 10 ans une soixantaine d'artistes parmi les plus importantes de l'entre-deux-guerres. Dans le climat de double morale esthétique qui régnait alors, c'est un tour de force d'avoir réussi à montrer ces œuvres au public en constituant une sorte de force collective qui atteste d'une réalité, d'une vitalité et d'un regard autre qui a également droit de citer. Reste la question économique, si déterminante dans la liberté et l'imagination créatrice. Faute d'égalité entre les sexes, et avec un marché qui dévalorise les œuvres de femmes, le mariage est chargé, comme au XIXe siècle, d'assurer la sécurité économique des femmes, d'où l'importance des couples d'artistes chez les modernes, qui constituent des unités de production artistique assumant une double fonction, économique, bien sûr, et de légitimation. C'est par le biais du couple et du mariage, c'est-à-dire des liens avec des hommes d'avant-garde, que les femmes sont acceptées sur les territoires du masculin. Le mariage demeure donc depuis le XIXe siècle, depuis le Code civil napoléonien, l'obstacle à la professionnalisation des femmes artistes.